Avoir gracié 82 jeunes égyptiens détenus pour dans des procès de manifestation de liberté d'expression, le président égyptien Al-Fattah Sisi a déclaré à l'agence de presse portugaise qui n'acceptait pas de transformer les Égyptiens en des réfugiés. Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Anifag, l'animateur qui va vous accompagner durant les prochaines minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne directe, votre fenêtre sur le grand débat. Et en fait, ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ce sont que presque les grandes lignes de cette nouvelle édition. Vous venez de regarder, est-ce qu'il y a une grande question, un grand point d'interrogation? Est-ce que l'État égyptien révèle donc ses nouvelles politiques envers le jeune à travers la dernière décision bien sûr, à travers le dernier décret présidentiel visant à gracier, avec plus de précision, qui a visé à gracier 82 jeunes détenus égyptiens. Donc c'est une question à poser et à discuter dans la deuxième partie de cette édition. Mais très vite, nous devons tout de suite jeter un coup d'œil sur les dernières évolutions qui ont eu lieu dans l'économie égyptienne avec plus de précision, dont le secteur des banques, dont la politique monétaire adoptée de la part de la BCE. En fait, le président de la Banque centrale d'Égypte, la BCE, M. Tariq Amir, a annoncé que suite à la libéralisation de la livre égyptienne, le secteur bancaire à remplir ses paniers en devises étrangères. Donc c'est une déclaration très importante pendant ces temps de crise que passe actuellement l'Égypte. Et d'autre part, selon M. Ahmed, depuis le 3 novembre, date de cette célèbre décision de la BCE, les banques égyptiennes sont parvenues à collecter un total d'environ 3 milliards de dollars au bout seulement de 2 semaines. Donc un commentaire et après cela, on se retrouvera. Le président de la Banque centrale d'Égypte, Tariq Amir, a assuré que les banques étaient à même de faire revenir les flots des devises étrangères de nouveau et de renforcer la liquidité du billet vert. Le Fonds monétaire international, le FMI, appelait à une dévaluation de la livre égyptienne avant le déblocage d'un prêt de 12 milliards de dollars dont la première tranche a été versée il y a quelques jours. Cette flexibilisation de la politique de change est un geste fort en direction de l'instance financière internationale. L'institution réclamait en effet des mesures en ce sens alors qu'elle est sur le point de débloquer un important crédit sur 3 ans pour revigorer l'économie égyptienne. Par ailleurs, la bourse égyptienne poursuit cette semaine sa hausse collective de ses indices. Sur un autre plan, le général de l'Union économique eurasiatique vient d'élire à l'unanimité l'Égyptien Mohamed Omran, président de la bourse égyptienne à la tête de l'Union pour la 2e fois consécutive. La bourse égyptienne a en effet remporté 24 voix contre celle d'Iran. Il est à noter que M. Omran est le premier président à briguer ce poste en dehors de la Turquie depuis la création de cette union il y a 20 ans. L'Assemblée générale a salué les démarches entreprises par la bourse égyptienne au cours de sa présidence de l'Union eurasiatique, indiquant avoir confiance dans la bonne gestion du président de la bourse égyptienne. Ce dernier s'est pour sa part dit fier de ce choix, affirmant poursuivre la mise en application de mesures nécessaires pour améliorer sa performance. Cette élection couronne de succès les efforts assidus de la bourse égyptienne fournis ces quelques dernières années à l'échelle régionale et internationale, a-t-il noté, signalant que cela serait aussi en faveur de la promotion de l'investissement dans le pays. Et en réaction à ces dernières évolutions positives qui ont eu lieu dans l'économie égyptienne, je dois vous révéler une réaction très importante et très remarquable affichée par le site internet d'actualité Africa Expansion. Selon les grands titres de ce site spécialistes dans le domaine de l'économie, les investisseurs internationaux se ruent à nouveau sur les obligations égyptiennes, et ce, en dépit des quelques risques qui subsistent. Donc, c'est une déclaration très importante et cela révèle bien comment la politique monétaire égyptienne marche actuellement. En tout cas, je dois vous révéler une chose très importante, c'est la visite du président égyptien Fattah Sisi au Portugal, mais une
question très importante encore une fois, d'où provient l'importance de cette visite? Je crois que c'est à la lumière des dernières décisions très audacieuse prise de la part du gouvernement égyptien dans l'économie, ou à l'égard de l'économie égyptienne, donc provient l'importance de cette visite effectuée actuellement par le président égyptien Fattah al-Sisi. Je dois vous révéler que le président est arrivé il y a quelques heures ce dimanche à Lisbonne, bien sûr, comme je viens de le dire, au Portugal. Et il s'agit de la première visite d'État effectuée dans ce pays depuis l'investiture du président portugais Marcelo Rebelo de Sousa en mars dernier. La visite, encore une fois, du président sur Portugal les inscrits dans le cadre du renforcement des relations de l'Égypte en Europe et en Afrique dans les différents domaines. Et il y avait quelques déclarations très positives faites à propos de cette relation bilatérale entre les deux côtés. Par exemple, le Portugal considère l'Égypte en tant qu'une porte très importante pour l'accès à l'Afrique et aux pays du Proche-Orient. D'autre part, on trouve que l'Égypte considère le Portugal en tant qu'une voie qui soutient l'Égypte au sein de l'Union européenne. Donc, en tout cas, je dois vous laisser pour avoir plus d'explications et plus d'analyses, non seulement en ce qui concerne cette visite, mais avec plus de précision en ce qui concerne les nouvelles politiques adoptées de la part de l'Égypte afin de diversifier ses relations avec l'Est et l'Ouest. Donc, Sali Hamla, plus de détails. Dans le but du renforcement des relations entre l'Égypte et les différents pays européens, le président Abdel Fattah el-Sisi effectuera les 21 et 22 novembre en cours une visite officielle au Portugal dont le but est de renforcer la coopération conjointe dans les domaines politiques, économiques et culturels. Celle du Portugal auquel Magdalena Fischer a qualifié d'historique et étroite les relations liant les deux pays, soulignant que cette visite, la première d'un président égyptien au Portugal depuis plus de 20 ans, revêt une importance majeure vu le rôle axial de l'Égypte au Proche-Orient et en Afrique. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait effectué depuis quelques mois une tournée européenne qu'il a menée à Chypre et en Espagne. Sa visite en Espagne vise à renforcer les relations bilatérales et les moyens de les renforcer dans les divers domaines, notamment à la lumière de la participation espagnole à la conférence économique de Sharm el-Cheikh. Le président Sisi a été reçu par un chef d'État au Royaume-Uni où il s'était entretenu avec le Premier ministre David Cameron. Le chef de l'État s'était également allé en Allemagne pour une visite très controversée. Il s'était également entretenu avec la chancelière allemande Angela Merkel. Avant de prendre un appel téléphonique de la part de l'un de nos analystes économiques, je dois vous ajouter quelques informations très importantes. Le président Sisi s'entretiendra avec son homologue portugais, de même qu'avec le président du Conseil des députés, le chef du gouvernement, le maire de Lisbonne, ainsi qu'avec les représentants de nombre d'institutions scientifiques et académiques. D'autre part, on trouve que le président Sisi a fait des déclarations à l'agence de presse portugaise dans lesquelles il a mis l'accent sur le respect de l'État égyptien vis-à-vis des citoyens en revenus limités, ainsi que les plus nécessiteuses, surtout à la lumière de réformes économiques. Donc l'Égypte ouvre actuellement ses bras, bien sûr, aux investisseurs, mais en même temps essaye de déployer d'importants efforts afin de protéger les citoyens à revenus limités. Donc il y a une sorte d'équilibre dans la politique suivie, bien sûr monétaire et économique suivie actuellement de la part de l'Égypte, même s'il y avait quelques crises économiques. En tout cas, je dois prendre cet appel téléphonique de la part de notre invité de marque, M. Mahanna, qui se trouve actuellement en ligne de Nahal TV International. Je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que c'est un analyste politique. Vous êtes toujours le bienvenu sur Nahal TV International, Dr Adel Mahanna. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et ma première question porte sur porte sur votre lecture en ce qui concerne cette visite qui est effectuée actuellement par le président égyptien Fattah el-Sisi au Portugal, notamment à la lumière des dernières réformes économiques effectuées au niveau de l'Égypte. En effet,
nous sommes devant comment un retour à ce qu'il a lancé le président Sarkozy concernant l'Union pour la Méditerranée. Quand vous regardez un peu la visite il y a quelques mois des présidents ici en Grèce, en Chypre, etc., donc il y a certaines attentions particulières aux pays de la Méditerranée côté de l'Europe. Aujourd'hui, on parle de cette visite historique pour le Portugal. Vous savez très bien, c'est la première depuis 24 ans pour l'Égypte et la première visite officielle pour le président ici lors de la présidentielle de président portugais. Ouais. Donc, il y a quand même certains aspects, mais je vois, à mon avis, c'est quand même le côté commercial, ça domine un peu cette visite. Surtout, bon, on sait que la balance commerciale, c'est un peu juste en faveur de Portugal, mais quand même reste quelques produits très essentiels. On peut travailler sur le développement de certaines exportations égyptiennes vers le Portugal, par exemple, concernant la cuir, le coton, etc. Parce qu'on sait maintenant, le Portugal, vraiment, c'est un pays qui est un peu bagarreur. C'est un pays qui essaie de bagarrer un peu dans le marché européen. Moi, je vois très bien, même en France, en Allemagne, etc., on voit quand même certains produits portugais qui est vraiment compétitif vis-à-vis d'autres produits européens. Donc c'est un pays quand même qui a cette volonté d'améliorer la performance commerciale et c'est bien d'être en partenaire avec un pays comme le Portugal. Oui, bien sûr, il y avait quelques déclarations faites par le porte-parole de la présidence à propos des principaux sujets à discuter pendant cette visite de 3 jours du président Abdel Fattah al-Sisi. Par exemple, le dossier économique, l'augmentation de la coopération économique entre les deux parties, mais aussi la hausse du volume des échanges commerciaux entre les deux parties. Actuellement, se trouve à la tête de ces discussions qui vont être effectuées par le président égyptien. À rappeler même qu'il y avait quelques chiffres très importants à propos de l'échange commercial entre les deux côtés, entre les Portugais et les Égyptiens. Par exemple, l'échange commercial a augmenté de presque 14% pendant l'année dernière contre 2014. C'est-à-dire il y avait un progrès ou un léger progrès, une légère augmentation de 14%, dont l'échange commercial entre deux côtés de 14% pendant 2015. Et il a atteint presque 194 millions d'euros. En même temps, on trouve que le taux des exportations égyptiennes au Portugal a augmenté en 2015 pour atteindre presque 91 millions d'euros. Donc, encore une fois, actuellement, on essaye d'augmenter les échanges commerciaux entre les deux côtés. Donc, quels sont les instruments, quels sont les moyens à utiliser? C'est très simple. On voit très bien ce qu'il a besoin le marché portugais. C'est très important. C'est le premier bas. Ce qu'il a besoin les importateurs portugais. Donc on va travailler sur ce sujet, leurs besoins. Comme j'ai cité tout à l'heure, il y a besoin de coton, besoin d'exportation en cuir, etc. Parce que bon, on sait très bien que la fabrication des cuirs, des vêtements en cuir au Portugal est très avancée. Donc on peut améliorer, on peut donner un coup de main, un coup de boost à nos usines ici, les fabricants locaux qui fabriquent les cuirs pour les encourager à améliorer leur exportation vers le marché portugais. Il y a d'autres produits. Donc il faut d'abord voir qu'est-ce qu'elle a besoin le marché portugais et on essaie de donner un coup de main aux entreprises qui sont spécialisées dans ce produit. Oui. Et en même temps aussi ouvrir aussi les investissements parce que vous savez très bien le secteur immobilier, la construction est très développé également au Portugal. Et même on sait très bien que les main-d'œuvre portugaises dans ce domaine, elle est très, très célèbre, très connue dans toute l'Europe. Donc on peut rentrer dans un partenariat 3P, privé, public, etc., dans les domaines de construction, dans le domaine du secteur immobilier, etc. Donc il y a d'autres ouvertures aussi à part l'exportation. On peut aussi développer une sorte de partenariat dans les domaines de construction et aussi améliorer un peu le passage. Il y a quand même un point très important, c'est les flux touristiques.
Parce qu'on sait, les Portugais, ils aiment aussi voyager. Donc, ils ont un pays magnifique, qui vraiment, ce n'est pas un pays méditerranéen, mais c'est un pays magnifique aussi, qu'on peut encourager cet aller-retour entre le Portugal et l'Égypte. Et ça aussi, on peut mettre l'accent. Autre question en ce qui concerne toujours cette visite du président Fattah al-Sisi. Le chef de l'État égyptien va rencontrer un nombre des hommes d'affaires pendant la visite afin d'étudier les moyens d'investir en Égypte, notamment dans l'axe du canal de Suez ou dans le projet du port de Saïd et les zones industrielles. Donc, à quel point, en tant qu'un Égyptien, un expert dans le domaine de l'économie, des investissements, un Égyptien qui vit actuellement en France, comment vous trouvez la réaction mondiale et la réaction des Européens notamment vis-à-vis de ces dernières évolutions dans l'économie égyptienne, vis-à-vis de ces opportunités d'investissement en Égypte, notamment dans des zones comme le canal de Suez? Écoutez, on sait très bien cette stagnation, cette inquiétude concernant l'économie mondiale, surtout après les annonces de certaines agences de notation, surtout Fisher et Standard & Poor's. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs européens, ils n'ont pas beaucoup de chance de s'investir en fait en Europe, parce que bon, il y a cet ralentissement économique et il n'y a pas vraiment de rentabilité, il n'y a pas de rendement sur leurs investissements. Donc ici, là, ça joue aussi les décideurs égyptiens économiques. On s'adresse aux investisseurs qui cherchent vraiment à sortir de cet ralentissement économique qui règne sur l'Europe et attirer ces investissements, garantir plus de taux de profitabilité, de retour sur leurs investissements, avec bien sûr la garantie, la loi sur investissement, etc. Et l'accès des canaux de Suez. Donc c'est une opportunité, je vois très bien que vraiment les investisseurs, soit portugais, grecs, français, etc., et ils ont quand même de quoi être attirés, de sortir un peu des frontières européennes, parce que vraiment, il n'y a pas de photo, vraiment, la trace. Oui, et il y a une question très très importante qui va être discutée entre les deux présidents, portugais et égyptiens, bien sûr, c'est l'influence du terrorisme sur le développement, la stabilité de l'économie mondiale. Et récemment, par exemple, au sujet de l'élection du président américain Donald Trump, Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien, a assuré que Trump serait plus fort, plus impliqué dans les dossiers de la région du Proche-Orient et qu'il n'y aura pas de régression du rôle stratégique des États-Unis dans la région. Et il a même mis l'accent sur la nature stratégique des relations entre l'Égypte et les États-Unis. Donc, de point de vue économique, est-ce que vous trouvez qu'après l'accès de Donald Trump à au siège du président des États-Unis, est-ce que vous trouvez que l'économie égyptienne va savoir d'importantes évolutions positives sur le terrain, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire est-ce qu'en fin de compte, les terroristes ou les terroristes qui sont soutenus par quelques instances, si je peux dire, américaines, vont laisser l'Égypte libre et pacifique, tranquille? Écoutez, tranquille, je pense pas, parce que c'est encore tôt. Vous savez très bien, quand il y a un nouveau président, surtout un président américain, nous on ne connaît pas assez vraiment Trump. C'est quelqu'un qui vient de très loin, c'est un homme d'affaires, il a d'autres mentalités. Oui. C'est le choix des Américains. Je crois qu'il faut pas ni être inquiet, ni être rassuré. Bon, vous savez, la politique américaine, c'est quelque chose, ça fonctionne d'un certain mécanisme, d'une certaine hiérarchie. Donc le président fait partie de la politique extérieure américaine. Ce n'est pas le président lui-même qui décide où il va, les États-Unis, concernant sa politique extérieure. Mais bon, économiquement, moi je vois un peu. Je parle de ce point du tourisme, mais aussi des réfugiés, par exemple, parce que le président a déclaré à l'agence de presse portugaise qu'il n'acceptait pas
que le peuple égyptien se transformait en tant que des réfugiés. Donc c'est toujours le terrorisme qui frappe pleinement l'économie des pays, notamment des pays en développement, et essaye toujours de transformer les peuples des pays en développement en tant que des réfugiés. En tout cas, le nouveau président américain, il n'a pas apprécié son précédent, n'a pas apprécié la politique américaine qui était appliquée il y a 5-10 ans. Et il a vraiment fait l'avocat de tout ce qui s'est passé, le malheur de tout ce qui s'est passé dans le monde, soit la guerre en Libye, soit la guerre en Irak, etc. Et c'est des guerres non justifiables et par conséquent, il y a ces immigrés, il y a cette création incompréhensible de terrorisme, on ne voit pas pour quelle utilité, pour quel profit, etc. Donc je crois que le président américain, il a bien attaqué même son propre pays, oui, concernant la politique, oui, étrangère, etc. Donc on espère bien qu'il y a un retour aux consciences, il y a un retour, bon, tout ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas la faute des Irakiens, ni les Libyens, etc., mais quand même, il faut qu'elle encaisse, les États-Unis, il faut qu'elle encaisse maintenant le résultat, il faut qu'elle corrige, s'il veut bien, le nouveau président américain, s'il veut bien corriger les erreurs de la politique extérieure américaine, je crois qu'il aura une chance pour peut-être, oui, ouvrir une nouvelle page. À ce moment-là, bon, la lutte contre le terrorisme, on aura de quoi parler de dossiers communs entre les États-Unis et l'Égypte. Je crois que, oui, l'Égypte, elle est prête toujours de donner la main aux coopérations contre le terrorisme, juste pour en finir, pour une fois. Oui, monsieur Dr Adel Mahanna, je dois vous remercier infiniment. Dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que Adel Mahanna était un analyste économique. Donc, je dois vous remercier infiniment pour votre attention, chers téléspectateurs, pendant les explications, les analyses de monsieur Adel Mahanna. En tout cas, nous devons tout de suite passer à un autre reportage en ce qui concerne la grâce accordée de la part du président égyptien à 82 jeunes détenus. Avec plus de précision, le président Abdel Fattah el-Sisi a promulgué jeudi le 17 novembre un décret de grâce présidentielle visant à libérer 80 jeunes détenus égyptiens, vu son droit, le droit bien sûr de la République à cet égard garanti bien sûr par la matière 155 de la Constitution. À vous rappeler, chers téléspectateurs, que les 82 jeunes Égyptiens étaient détenus à cause des procès de manifestation, de publication, même à cause de la liberté d'expression, et la plupart étaient des jeunes étudiants dans l'université. Donc je dois vous laisser un reportage. Après cela, on se retrouvera avec un invité de marque. Conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi en faveur d'amnistier les jeunes détenus, le secteur des prisons ont libéré 82 personnes emprisonnées dans les prisons de Tora, et ce au milieu d'une ambiance exaltée par cette libération. Le bureau médiatique de la présidence avait annoncé qu'en accord avec les recommandations du président Abdel Fattah el-Sisi publiées à l'issue de la première conférence nationale pour les jeunes, un comité a été formé pour examiner la situation des jeunes emprisonnés afin d'en rédiger un rapport et l'exposer à la présidence de la République en collaboration avec le comité des droits de l'homme du Parlement. Des sources auprès du comité chargé d'examiner les cas ayant fait l'objet de grâce de 82 jeunes détenus et ont souligné qu'un autre groupe de prisonniers seront également libérés prochainement active du chef de l'État. Le bureau d'information de la présidence a signalé que la majorité ayant fait l'objet de ce décret de clémence figure parmi des jeunes universitaires. La liste des prisonniers ayant obtenu le pardon du chef de l'État a été établie par le comité mis sur pied pour examiner les dossiers de jeunes détenus qui n'ont pas été impliqués dans des actes de violence.
Donc, après avoir gracié presque 82 détenus égyptiens, à quel point l'État égyptien essaye de révéler sa nouvelle politique vis-à-vis des jeunes Égyptiens, mais aussi
vis-à-vis de la rue égyptienne, des citoyens égyptiens en général. Donc c'est une question à discuter pendant les prochaines minutes qui nous restent dans cette édition de Direct avec notre invité de marque, le général Ibrahim Chokri, notre expert dans le domaine de la sécurité, mais aussi c'est un professeur de droit à l'Académie de police. Vous êtes toujours le bienvenu sur Nal TV International. Et avant même notre apparition en direct, vous avez dit que c'est un sujet très intéressant. Pourquoi ? Bon, d'abord, avant de commencer, permettez-moi de vous remercier, M. Hani. Merci beaucoup, monsieur. Et aussi, permettez-moi de souligner que nous parlons d'un sujet très intéressant, peut-être dans la vie historique des Égyptiens ces jours-ci. Parce que moi, j'ai contacté, ou que j'ai remarqué plutôt, que c'est rare dans l'histoire moderne égyptienne qu'un président de la République ou un grand responsable, un haut responsable de la République, décision pareille, c'est-à-dire de libérer les gens avant qu'ils continuent leur période de condamnation, surtout dans des affaires qui ont un aspect un peu politique. Bien sûr, la condamnation, c'était criminel, je dois souligner ça, pour que les chefs auditeurs que nous entendent et que nous regardent maintenant, ils comprennent bien ce que je veux dire. Dans des procès de liberté d'expression, de manifestation, de publication de fausses informations. Bien sûr, dans tous les cas, c'était une condamnation criminelle. Oui. Devant des tribunaux. C'est une viole pour la loi égyptienne. C'était intéressant d'insister ça parce qu'il y a des gens qui ont dit que c'était des jeunes arrêtés sans condamnation, etc. Non, c'était des jeunes condamnés par un tribunal égyptien. Donc c'est quelque chose, je veux dire, juriste, c'est officiel, et ils ont passé leur période aux prisons, aux diverses prisons de l'État. Alors, suite à la conférence de la jeunesse qui a eu lieu il y a pas mal quelques semaines à Sharm el-Sheikh, le président de la République a donné une promesse aux jeunes qu'il va faire un comité qui essaie d'étudier de nouveau la situation de quelques jeunes selon la demande des jeunes égyptiens durant cette conférence et avant même cette conférence. Oui. Je dois vous proposer quelques réactions après cette décision, par exemple, vers plus de tolérance, vers plus d'apaisement dans la rue égyptienne. Des députés, par exemple, de la Darmemas ou soutenir l'Égypte au sein du Parlement égyptien ont réagi à l'égard de cette décision. Ils ont affirmé que cette mise en liberté écrivait un nouveau chapitre de démocratie et de liberté, des pas pour lesquels se sont élevées les deux révolutions de janvier et de juin. Votre commentaire? Bon, voilà, on a débuté en Égypte, on a commencé, on a fait le début de nouvelles ères, de nouvelle période. Cette période, c'est nous avons un président de la République qui peut entendre aux gens, entendre aux jeunes et voir qu'est-ce qu'ils demandent et faire des comités qui veulent réviser la situation de nouveau et examiner tout ce qui s'est passé et voir est-ce que ces jeunes-là, ils étaient forcés par leur émotion contre ou pour. Donc on ne prend pas les choses si comme c'était des voleurs ou autres. Non, ils étaient, même s'ils ont commis des crimes d'opinion. Oui, on peut dire que ce sont des crimes d'opinion. Oui, mais du point de vue de la... Moi, je parle de... point de vue juridique. Juridique, oui. Ce sont des crimes condamnés par la loi égyptienne, mais quand même, ils étaient poussés par des idées d'opinion, comme vous venez de dire. Donc, il a pris en considération qu'ils sont jeunes, ils ne sont pas grands, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas âgés, ils sont jeunes et souvent, la jeunesse fait de la chaleur, de votre activité, contre ou pour, etc. Donc, il a bien considéré la situation de ces jeunes. Il a aussi laissé la chance à ce comité de prendre la décision, c'était la décision du président, bien sûr, mais cette opinion de donner leur point de vue au président, qu'ils ont regardé et révisé. Il a même participé des jeunes dans ce comité pour faire la révision de nouveau des situations qui peuvent être capables d'être libérées des prisons. Et c'est une autre question, c'est un autre point très très important parce que cette décision a été concrétisée grâce à des préparations formées par un comité de jeunes. Bien sûr, ce comité a été formé pendant la conférence de jeunes à Sharm el-Sheikh à laquelle a assisté le président égyptien Fattah Sisi, je crois, quelques semaines, oui. Donc, cette fois-ci,
c'est une concrétisation des de telles recommandations affichées à la fin de cette conférence de jeunes. Donc, à quel point vous trouvez que c'est un canal très important qui a été créé par le président égyptien Fattah al-Sisi avec les jeunes égyptiens? Bon, d'abord, avant de parler de ça, je dois dire aussi que c'était une façon de se présenter. Le président de la République, il s'est présenté devant son peuple avec une honnêteté, parce qu'il a donné une promesse et maintenant il a gardé sa promesse. C'est très intéressant de voir ça. Et aussi, il y a eu plusieurs propositions durant cette période de conférence de la jeunesse à Sharm el-Sheikh. Ce n'était pas la seule décision, ce n'était pas la seule demande des jeunes. Oui, il y avait d'autres demandes. Par exemple, il y a des demandes de modifier même la loi de manifestation. Vous voyez, et ça, c'est une chose très intéressante parce que maintenant, ils sont en train d'étudier de nouveau cette loi et de réviser la loi afin de donner des propositions de changement. Donc, tout ça, ce sont des étapes qui prouvent que le président de la République n'était jamais contre son peuple ou contre la jeunesse. Le problème que nous sommes en face maintenant, qu'il y a des gens, toujours lorsqu'ils entendent n'importe quelle nouvelle de l'État égyptien, ils ne veulent pas croire, ils disent que peut-être que c'est une façon d'être... C'est une façon de camouflage, par exemple. Par exemple, je dois Vous avez raison. Hein. Mais même, oui, je dois même... Ils disent ça. Et dit que, ou révéler qu'une des réactions très importantes faite par le président du comité, ou de commission des médias et de la presse au sein du Parlement égyptien, Youssef Al-Qaïd, a dit que la décision de condamner le président des syndicats de journalistes il y a quelques heures, c'est une tentative d'assassiner cette grâce présidentielle accordée à 82 des jeunes détenus égyptiens. Votre commentaire? Il ne faut pas mélanger les choses. Donc, si on parle de la situation de l'affaire concernant le syndicat de journalistes, c'est un syndicat respectueux pour nous tous, mais aussi c'était une accusation devant un tribunal. Oui. Donc, si on va douter tous les tribunaux, on ne va pas continuer notre vie. Ce sont les tribunaux, c'est un juge qui a donné son jugement. Oui. Et à la fin, il y avait un avocat, et il y avait le parquet général aussi. Donc, il y avait toute la situation, bien sûr, claire devant tout le monde, et un juge qui a pris sa décision ou son jugement à la fin d'étudier la situation concernant l'affaire elle-même en tout. C'est-à-dire concernant les journalistes qui étaient au sein du syndicat, ou bien la demande de la police de délibérer les journalistes ou de laisser les policiers de les attraper, etc. Toute cette affaire que nous connaissons tous les détails. Donc il ne faut pas dire que n'importe quel jugement qui est contre moi, ça veut dire que l'État est contre moi. Et par contre, aussi, si c'est un jugement qui est à mon côté, donc je serai complètement satisfait. Donc ce n'est pas la façon de donner des jugements pour les jugements, tu vois. Ouais. Donc il faut seulement laisser le juge pour faire son travail. Et on accepte le travail d'un tribunal au niveau de tout le pays. Sinon, on a perdu tout, parce que c'est le seul moyen... Ce que vous voulez dire que les tribunaux ne sont pas influencés par les tendances politiques? Bien sûr, parce que le juge, il est libre dès le premier jour qu'il devient juge. Il a annoncé, il a déclaré n'importe quel juge qu'il est libre pour prendre ses jugements. Il étudie bien les causes ou les affaires qui sont devant lui. Il prend la décision avec ses collègues, les juges ensemble. Il y a un parquet général, il y a un juge d'instruction, il y a eu une enquête, il y a aussi des investigations. Il ne faut pas dans chaque fois, c'est-à-dire faire intervention à la politique. Oui, actuellement, nous avons une intervention téléphonique de la part de Hussam Helal. Hussam Ahmed Helal, c'est un avocat, c'est un chercheur dans le domaine juridique. Et Hussam, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonsoir. Monsieur Hussam Helal. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Vous êtes toujours bienvenu et je dois vous poser cette question. C'est votre lecture à propos de cette grâce présidentielle.
Le droit de grâce présidentielle est dicté à l'article 76 du Code pénal égyptien, aussi à l'article 155 de notre Constitution, Oui. donne le président le droit de faire grâce de quelques peines édictées contre quelques condamnés. Oui. Le président de la République, après consulter le conseil du ministère, peut ordonner de réduire ou une peine annoncée contre quelqu'un. Oui. Aussi, la grâce présidentielle ne peut être accordée que à titre individuel. Le Oui. président de la République demande de constituer une commission chargée de rechercher les dossiers des personnes qui continuaient son peine dans les présidents. Oui. 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 Donc la grâce présidentielle permet à un prisonnier d'être libéré avant la fin de prévu dans son décision, Oui. sans aucun effet de la disparition de la condamnation. La grâce présidentielle s'apparente dans notre droit égyptien à une suppression ou une réduction de la sanction pénale. Oui. Je dois vous remercier infiniment pour cette lecture juridique, constitutionnelle même. Monsieur Hussam Helal, qui était en ligne avec nous, c'est un chercheur dans le domaine juridique. Et de retour à vous, monsieur le général. Par exemple, le secrétaire des jeunes au parti Tagamor Rassemblement, qui est un parti de gauche, a qualifié cette mise de liberté de 82 jeunes détenus de la première victoire pour la première conférence des jeunes tenue à Jamcher il y a quelques semaines. Selon lui, il est fier du président Abdel Fattah Sisi qui a respecté les demandes des jeunes à Jamcher. Il a également dit que ce qui s'est passé était une réponse à ceux qui ont refusé de prendre part au dialogue entre le président et les jeunes. Votre commentaire? Vous voyez, il y a toujours des commentaires positifs et négatifs. Oui. C'est la situation que je viens de vous expliquer. C'est lui qui a reçu cette grâce du président de la République qui était dans son côté ou son point de vue. Il a trouvé qu'il a marqué un point positif au niveau de son parti politique. Maintenant, il parle très bien au niveau de la présidence et au niveau de l'État. Les autres, ils vont parler négativement. Et vice-versa. C'est-à-dire, si vous trouvez que ce même parti-là, qui n'a pas acquis une victoire dans cette grâce-là, il pourrait parler d'une façon négativement contre l'État égyptien. Et même la presse étrangère a fermé les yeux sur ou à l'égard de cette décision, à l'égard de cette grâce présidentielle. On trouve que presque Maghreb émergent qui a jeté la lumière sur cette information. D'un autre côté, ou sur l'autre côté, on trouve que les décisions, par exemple, la décision de condamner le président des syndicats des journalistes a été l'un des principaux titres, par exemple, dans le journal Le Monde. Est-ce que vous avez deux commentaires à faire à propos de ce point? Oui, ça c'est tout simplement, c'est la différence entre les avis politiques et les jugements juridiques. Maintenant, ces gens-là, ils parlent d'une façon politique parce que nous avons une décision d'un président de la République ou une grâce, qui est quelque chose qui est énorme pour nous, et quelque chose de positif pour les jeunes Égyptiens. Et malgré ça, eux, ils ne jettent pas, c'est-à-dire la lumière sur ça. Et au contraire, ils regardent bien sur l'autre déclaration du tribunal contre les journalistes. Or, s'ils étaient en équilibre, peut-être c'était mieux. Mais vous voyez, toujours il y a une intervention des idées ou des opinions politiques contre les jugements, surtout à l'extérieur, surtout au niveau des journaux de l'extérieur. Et là, on n'a pas besoin de ça. On a besoin simplement d'avoir confiance aux jugements, aux tribunaux, aux juges de l'État. Ils ne sont pas juges de l'État même, ils sont juges de l'Égypte. Donc Ouais. il faut avoir confiance à un jugement. Sinon, on va perdre confiance dans tous les domaines de la vie quotidienne.
Oui. Dernière question, Islam El-Bahiri, qui est un présentateur attaquant presque toujours des idées salafistes et wahhabites, a dit que c'est une victoire pour les cultiver, les éclairer. Islam El-Bahiri a été détenu pour blasphème contre la religion, a été libéré grâce à cet décret présidentiel. En même temps, cette affaire d'Islam El-Bahiri, il a deux choses parallèlement. Premièrement, ça trouve comment est la tolérance de l'État égyptien contre lui ou pour lui. Mais d'autre côté, comment les Égyptiens ou l'État égyptien laisse l'islam de parler par liberté. Jusqu'à maintenant, il en parle de ça. Donc c'est parallèlement les mêmes choses. Donc l'Égypte, sous les nouvelles autorités, essaye toujours de révéler ses nouvelles politiques suivies à l'égard de l'État égyptien, à l'égard des... et c'est cultivé à l'égard de ces jeunes, mais aussi à l'égard des Égyptiens tout entiers. Je dois vous remercier infiniment pour cette rencontre, docteur Ibrahim Choukri, notre expert dans le domaine de la sécurité, mais aussi le docteur ou le professeur de droit à l'Académie de police. Je dois vous remercier infiniment. Merci beaucoup. Et j'espère que vous avez, ou que vous allez même jouir d'un moment très joyeux votre soirée, chers téléspectateurs. Et c'était tout. Merci beaucoup pour votre attention. On poursuit notre programme sur International. Au revoir.